Podcast. À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal, surtout pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir Crime hors concours, une histoire policière de Boileau-Narcejac, et Le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure, avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Un journal américain avait organisé un concours de récits policiers. Après avoir lu l'un des récits, signé d'une certaine Mrs. Christine Sturm, le shérif Baumgart, de la localité de Clovis, Nouveau-Mexique, envoya immédiatement ses détectives creuser dans un garage décrit dans l'histoire. Ils y découvrirent le squelette d'un bébé que Mrs. Sturm avait eu 6 ans auparavant. Mrs. Sturm fut inculpée de meurtre avec préméditation. D'après le shérif, ce crime serait toujours resté un mystère non résolu si l'histoire n'en avait été écrite, et précisément par l'auteur du crime. Tel est le fait divers singulier paru dans le numéro 64 de Mystère Magazine que nous avait adressé M. André Clémaud à Paris. C'est ce fait divers qui a inspiré l'histoire que vous allez entendre ce soir, Crime hors concours, de Pierre Boileau et Thomas Narcejac. Avouons que lorsque l'on a commis un crime, il faut avoir l'esprit véritablement diabolique, je dirais même sadique, pour prendre plaisir à le raconter sous la forme d'une nouvelle policière et à adresser cette nouvelle à un jury littéraire. Puisque je viens de prononcer le mot diabolique, je rappelle que Boileau et Narcejac sont les auteurs du roman Celle qui n'était plus, dont le metteur en scène Clouzot a tiré son dernier film, intitulé précisément Les Diaboliques, bien qu'ils ne doivent rien aux Diaboliques de Barbey d'Aurevilly. Tous ceux qui ont lu Celle qui n'était plus savent que Boileau et Narcejac ont fait preuve dans ce livre d'un esprit d'invention diabolique. Eh bien, chers auditeurs, en soumettant ce soir à votre sagacité Crime hors concours, je puis vous dire que cette nouvelle policière est agencée avec une ingéniosité tellement diabolique que nous serions bien surpris si vous parveniez à en soupçonner le dénouement avant la fin. Quoi qu'il en soit, nous croyons que vous prendrez tous à écouter Crime hors concours autant de plaisir que nous en avons pris nous-mêmes à le lire. Jacqueline Rivière, Geneviève, Pierre Delbon, Jacques, Jean-Claude Michel, Raoul et Pierre Trabeau, Patrick, dans Crime hors concours, nouvelle radiophonique de Pierre Boileau et Thomas Narcejac. Ma chérie. Oh, Jacques, mon amour. Mais comme tu es en retard, Geneviève, il est 9h bientôt. Oh, Raoul n'en finissait pas de partir.
Je croyais qu'il avait rendez-vous avec son constructeur. Justement, il revoyait ses contrats, il préparait tout un dossier. Le Zotti lui a fait ce matin une offre extraordinaire pour les 24 heures du Mans, un tiers de plus que Walter. Fichtre. Mais Raoul n'est pas libre. Bien sûr que non, il n'est pas libre. Il est encore lié pour 1 an. Alors il voudrait se dégager sans payer son dédit. Et ça monte à combien, ce dédit? 1,5 million. Note que s'il faut en arriver là, Raoul le paiera. Oh, mais que m'importe tout cela. Raoul, ses courses, ses concurrents, son argent. Oh, non. Non, c'est assez d'entendre cela à longueur de journée. Il y a des moments où je deviens folle. Parlons de nous. De toi, Jacques. Comme s'il y avait quelque chose à dire de moi. Oh, que tu es bête. Et si je te répondais la même chose quand tu m'interroges? Ça n'a aucun rapport. Je vis seul, moi. Et moi, j'ai un mari, je le sais. Où veux-tu en venir? Je suis malheureux, Geneviève. Affreusement malheureux, à cause de lui. Et moi? Tu ne crois pas que je suis malheureuse? Oh, je sais bien à qui la faute, vas-tu me dire. Je te reproche rien. Je t'ai jamais rien reproché, c'est une justice que tu peux me rendre. J'avais 19 ans quand j'ai épousé Raoul. C'était sa gloire que j'épousais. Son nom était dans tous les journaux, sa photo dans les magazines. Raoul Berquin, le grand espoir de l'automobilisme français. Raoul Berquin, l'invincible. Raoul Berquin. Et ma mère a poussé à la roue. C'est le cas de le dire. Oh, ne plaisante pas. Elle, c'était la situation qu'elle avait en vue, la grosse galette. Peu lui importait l'homme. Ah, mon bonheur n'a pas pesé lourd dans la balance. Geneviève. Oh, il y a des moments où j'en arrive à souhaiter. Un accident est une chose si normale dans ce métier. Tais-toi. Il est vrai que lui, il s'en tire toujours. À Reims, sa voiture a brûlé. À Pau, il fait 2 tonneaux. Juste une épaule démise. À la Baule, il dérape, emboutit le petit Lambray. 2 mois d'hôpital pour le gosse. Lui, il s'est classé 4e. À quoi bon, ça, c'est toujours les mêmes pensées. Oh oui, à quoi bon? Oh, allons. Si encore il se rendait compte. Mais il trouve le moyen d'être jaloux, grossier. Il me fait des scènes. À lui qui est réputé pour son sang-froid, je voudrais que ses admirateurs le voient dans ces moments-là. Il est propre, leur champion. Mais calme-toi, voyons, calme-toi. Tu vas pas passer la soirée à me parler de Raoul, non? Là. C'est fini, là. Hein? Je t'ai préparé une surprise. Qu'est-ce que c'est? Devine, quelque chose que j'ai déniché chez un antiquaire. Oh, je ne sais pas, moi, c'est quelque chose dont j'ai envie. Bien sûr. Oh, j'ai envie de tant de choses. C'est grand? Non. C'est petit, alors? Non. Oh, tu es idiot, tiens, Jacques. Ça se mange? Puisque je t'ai dit que je l'ai trouvé chez un antiquaire, rien. Ah, c'est vrai. Oh, fais-moi voir. Allez, viens. Voilà l'objet. Un Bouddha! En jade, oui. Tout ce qu'il y a de plus authentique. Oh, il est beau. Les gens qui le verront chez nous croiront que Raoul l'a gagné. Pardon, tu le mettras sur ton bureau. Comme ça, en guise de presse-papier. Oh, j'ai pas tellement de papier. Oh, mais dis donc, c'est pas comme toi. Qu'est-ce que c'est que ce dossier? Non, c'est pas à proprement parler un dossier, non. C'est un manuscrit. Un manuscrit? Ouais. Montre. La mort gagne la course. Oui, c'est le titre d'une petite nouvelle que je me suis amusé à écrire. Écrivain, toi? Oh, pour rire. C'est policier? Oui, il s'agit d'un concours organisé par un magazine sur le thème classique du crime parfait. Alors, quand j'ai le temps, tu comprends. Tu as imaginé un crime parfait, toi, Jacques? Enfin, sur le papier, c'est pas tellement difficile. Et dans la vie? Je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Tu crois qu'on peut tuer quelqu'un sans être inquiété par la police? Ah, je crois qu'on peut faire beaucoup mieux encore. Je vois que tu as creusé le problème. Il y a des mois que je le travaille. Sur le papier. C'est avec des modèles mis au point sur le papier que ton mari gagne ses courses. Non, c'est pas pareil. Non. Et pourtant, tiens, voici Geneviève, je me disais, pour qu'un crime soit vraiment parfait, il faut qu'il n'y ait même pas d'enquête, même pas d'autopsie. Il faut provoquer une mort dont la cause apparente, soit évidente, indiscutable. Une mort qui puisse avoir des dizaines de témoins, des centaines. Ah, je commence à comprendre. Il faut que le crime soit camouflé en accident. Ça ne doit pas être très facile. Détrompe-toi. Il suffit d'un peu d'ingéniosité. Si tu me la racontais, ton histoire. Enfin, dans les grandes lignes. J'adore le mystère. Eh ben voilà. C'est l'histoire d'une jeune femme, très belle, qui est mariée à un homme qu'elle n'aime pas. Un coureur automobile. Ah, parfaitement. Qu'est-ce que je te sers, mon chéri? Tu veux une anisette? Une chartreuse? Anisette. Allez, continue. Bien, le mari a pour ami un ancien camarade de guerre, et ce camarade aime la jeune femme, sans oser lui avouer son amour. Ah? Il n'est pas son amant? Non, ça m'a paru moins banal. Et puis ça rend les sentiments de mon personnage plus complexes. Ah bon, et alors? Alors il déteste le mari, oui, depuis longtemps.
Il cherche un moyen de se débarrasser de lui. Et il imagine quelque chose de rocambolesque, je vois ça d'ici. Oui, il imagine quelque chose de très simple. Le coureur, quand il dispute de longues courses, se stimule avec des médicaments, des pilules qui l'empêchent de dormir. Tu me suis? Oui. Suppose que ces pilules soient un peu trafiquées. Qu'elles contiennent par exemple un soporifique. Le coureur essaie de lutter contre un début de somnolence. Il a beau ralentir un peu, il voit les feux de piste qui se brouillent. À 200 à l'heure, il approche du virage. Sa main hésite sur le levier des vitesses. Les roues hurlent. Les spectateurs... Tais-toi. Eh ben, elle est pas si bête, mon histoire, hein? L'accident mortel causé par la fatigue, personne ne peut se douter que... Enfin, tu as déjà vu des photos de voitures accidentées, un tas de ferrailles. Souvent même, l'essence prend feu. Assez! Oh, tout ça, c'est de la littérature. Eh ben, c'est assez accrocheur, avoue-le. La preuve t'est bouleversée. Oh, Jacques, tu ne vas pas envoyer ce manuscrit. Pourquoi pas? Mais suppose qu'il soit publié. Ah ben, j'espère bien qu'il le sera. Suppose que Raoul le lise. Raoul, tu l'as vu lire quelquefois? Tu pensais à tous les gens qui le connaissent, qui nous connaissent? Ma foi, non. Je viens de finir et j'ai pas eu le temps de corriger, d'arranger. Ouais, bon, on peut adoucir. L'histoire peut se passer en Amérique. Il y a bien des façons de tourner la difficulté. Et tiens, tu veux emporter le manuscrit, tu le liras tranquillement, puis tu modifieras les passages qui te choquent, hein? Soit. Mais en tout cas, j'estime que j'ai une chance sérieuse. Personne ne trouvera mieux. Non, personne. Une idée formidable, ces pilules. En théorie, oui. Mais pas seulement en théorie. Ce qui fait l'intérêt de ma nouvelle, c'est pratiquement très réalisable. C'est terrible. Oui. Oui, j'avoue que... Dans la réalité, il faudrait un cran pas ordinaire. Ou un amour peu commun. À ton succès, Jacques. À notre amour, ma chérie. Allô? Allô, donnez-moi le rédacteur en chef, je vous prie. Oui, ben, allez le chercher. Allô? Allô, ici Raoul Berquin. Moi, je viens de lire votre page sportive, monsieur. Je vous avoue que je suis étonné. Et encore, le mot est faible. Vous consacrez une demi-colonne à Fangio, presque autant à Farina, et moi, j'ai droit à 7 lignes. Et encore, elles sont bourrées d'inexactitudes. Non, non, monsieur, je n'admets pas ces procédés. Pas plus que je n'admets la conclusion de votre rédacteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Berquin pourrait gagner s'il consentait à se discipliner davantage. Qu'est-ce que ça signifie? Je n'ai de conseil à recevoir de personne, monsieur. Qu'est-ce qu'il connaît de la course, votre morveux de reporter, hein? Il a roulé une ou deux fois à 100 et... Non, mais je le prendrai sur le ton qu'il me plaira, monsieur. Et je vous assure que vous allez entendre parler de cette affaire. Crétin. Attends que je rencontre Merlin et je le ferai sauter, moi, je te l'ébrouille. Mais allons, Raoul, il ne t'a rien fait, ce garçon. Quoi? Mais lis sa feuille, tonnerre de Dieu! Le Pôle d'Or, le Grand Prix de la CF, tu crois qu'il en parle? Pas un mot, rien! Les gens croient que je me serais classé 3e au championnat du monde en jouant aux boules, probablement. Tu deviens d'une susceptibilité. Et ça, soutiens-les, merci. Enfin, tout le monde le sait que tu as gagné le bol d'or. Oui, mais il y en a peut-être qui l'ont oublié. Mon nom représente une valeur et je n'admets pas qu'on me joue à la baisse. Ça me nuit, ça me fait mal. J'ai besoin de tous mes moyens quand je cours, tu vois. J'ai besoin des acclamations, des figures qui se penchent, de tous ces hurlements d'amitié que je n'entends pas. J'aime la foule, moi. Et je veux qu'elle m'aime. Oh, écoute, cesse de marcher, tu me donnes la migraine. Oh, c'est vrai que dès qu'on parle de sport, tout ça te colle la migraine. Bien tant pis, je peux pas empêcher de marcher. Je suis énervé, là. Toute la semaine, je vais être sur des charbons, je n'y peux rien. Qu'est-ce que c'est? Tu vas aller voir? Oui, j'y vais. Ah, bonjour Patrick. Ah, c'est Patrick. Alors. Tu as su quelque chose? Oui. Les Mercedes déclarent forfait. Tu es sûr? Oui. Tu ne me racontes pas l'histoire. C'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Cette fois, c'est dans la poche. C'est dans la poche, Geneviève. C'est dans la poche. Raoul Berquin gagne les 24 heures du Mans et s'adjuge le record de l'épreuve. C'est ça, c'est ça. Enfin, laisse-moi au moins saluer Geneviève. Mes hommages, chère madame. Bonjour Patrick. Mais Raoul a l'air bien excité. Oh, il est en pleine crise, il est toujours en pleine crise. Mais je vis, moi, à pleine puissance, à 7000 tours. Dis, à propos, c'est vrai que l'Ancia sort un nouveau compresseur? Première nouvelle. Journaliste à la manque, tu ne sais jamais rien. Toi, vous êtes tous bons à fourrer dans le même sac. Merci. Dis donc, qu'est-ce qui t'a enseigné pour les Mercedes? Notre correspondant en Allemagne. Oh, d'ailleurs, ce sera officiel ce soir ou demain. Ça m'enlève un poids, tu sais, Patrick, ce que tu me dis là. Sans les Mercedes, franchement. Tu crois que j'ai ma chance? Bah oui, tu l'as, ta chance. Mais écoutez, je vous plains, chère madame, si notre héros se calme pas un peu. Oui. Non, mais c'est vrai, mon vieux, tu sais, tu devrais faire attention, te soigner. Petite nature, tiens, regarde ma main. Est-ce qu'elle tremble? Ça va. Si tu savais ce que c'est bouleversant, cette tension. Cette électricité qui s'accumule dans les bras, dans les jambes, dans la tête. Ça brûle là-dedans. C'est comme un mélange de soleil et d'orage. La gloire, je m'en fous. Mais cette plénitude dans l'attente, c'est... Je ne sais pas, moi, c'est 20 fois plus fort que l'amour. Ah, ça, toujours le mot gentil. Oh, tu m'agaces, ma pauvre Geneviève. Je parle de quelque chose que tu ne peux pas comprendre.
d'une joie d'homme. Quand tu lâches la main et que la vitesse te colle au dossier... Ah, vivement dimanche, tiens. Vivement la piste, la liberté. J'étouffe, moi, dans ces quatre murs. Allez, tu viens, Patrick? On va prendre un drink quelque part, tu viens? Il y a un bar ici. Oui, mais j'ai envie de voir passer du monde, moi, d'entendre de la musique, de regarder des bagnoles. C'est formidable, mais j'en suis pas guéri, des bagnoles. Même les deux chevaux, tiens, ça m'intéresse. Et plus ça fait de bruit, plus j'aime ça. Je te dis, c'est une maladie. Bon, eh bien alors à tout à l'heure, chère madame, je tâcherai de vous le ramener en bon état. Vous ne vous ennuierez pas trop? Oh, j'ai Tu l'habitude. viens, Patrick? Oui, j'arrive. Venez à trois. Alors, elle t'a plu, mon histoire? Oui. Oui. Bah, t'as pas l'air très emballé. Moi, je ne dis pas que c'est mal, mais... Oh, je ne voudrais pas te froisser, Jacques. Je suis tout de même pas si bête, non? Mais ça me semble un peu tiré par les cheveux. Alors, je peux me tromper, remarque. Mais je me demande si ces pilules dont tu parles, enfin ces pilules qui font dormir, si ce n'est pas une invention de romancier. Ah oui, je sais, tu m'as affirmé qu'on peut en fabriquer. Théoriquement, tu as sûrement raison, mais pratiquement. Pratiquement. Tu veux en voir, dis, Geneviève? Tu veux en voir? Non, mais lâche-moi, Jacques. Moi, si tu l'affirmes... N'aie pas peur. Ouvre cette boîte. Eh ben, est-ce une invention de romancier? Je n'ai rien écrit que je n'ai vérifié. Et je peux même te l'avouer, ces pilules, je les ai essayées. Quoi? Oui, sur moi. Elles provoquent tout de suite un léger vertige. Pas désagréable, d'ailleurs. On a envie d'appuyer sa tête, d'allonger ses jambes. Comment te préciser cela? On éprouve le dégoût d'agir. On cesse de s'intéresser au monde, oui. Voilà le terme exact. Le sommeil vient très vite. Et puis, c'est tout. Et du premier coup, tu as découvert ce truc-là? Diable non, j'ai cherché. J'ai même tâtonné assez longtemps. Et ta nouvelle, quand l'as-tu écrite? Après, quand j'en ai été bien sûr. Dis donc, j'espère que tu ne l'as pas laissé traîner chez toi, non? Tu penses que non? Je l'ai rangée sous clé dans un tiroir du secrétaire. J'aime mieux cela. Et alors, qu'est-ce qui t'a encore paru tiré par les cheveux? Mais ces pilules, il faut bien qu'elles aient exactement la même apparence que les autres, celles que le pilote avale pour ne pas s'endormir, justement. Ah bah là, aucune difficulté, non. Débouche ce type, tiens. Prends-le au creux de ta main. Encore des pilules? Ouais, encore des pilules. Seulement celles que tu tiens en ce moment, ce sont les pilules que Raoul absorbe en course, pour se doper. Et cette fois, il ne s'agit plus de littérature. Tu vois, elles sont absolument identiques. As-tu d'autres objections à faire? Non. Maintenant, ta nouvelle me semble excellente. Est-ce que tu avais vraiment l'intention de l'envoyer à ce concours? Je l'ai écrite pour mon plaisir. Tu sais, les rêves consolent parfois de la réalité. Pour le concours, au fond, je m'en fiche. Mais cette idée de crime parfait me trottait dans la tête. Et en somme, ta nouvelle, c'est une espèce de répétition générale. Tu as voulu mettre au point le plus petit détail. Il me semble, oui. Et tu es satisfait? Oui. Je me flatte d'avoir prévu toutes les éventualités. Alors ne l'envoie pas. Pourquoi? Si tu gagnais ce concours, qu'est-ce que ça te rapporterait? Une montre en or. Tu ne trouves pas que c'est peu payé? Alors qu'il suffirait d'une distraction, d'une erreur minuscule, d'une simple substitution de boîte. Ah, Raoul! Ah, te voilà, moi, je te cherchais partout. Salut, dis donc. Patrick. Ouais, je suis venu prendre un petit remontant pendant qu'il vérifie mon allumage. Allez, là, il paraît que tu as fait une impression formidable. C'est vrai que je me sens gonflé. Mais n'exagérons rien, fait tant que la course n'est pas commencée. Allez, non, je viens de Moi- voir Trintignant. Ah, il marche bien. Hein. Oh, c'est pas lui qui me fait peur. C'est Farina. Il est rusé, cet animal-là. Pendant les essais, il évite de mettre toute la gomme. Pas moyen de savoir ce qu'il a dans le ventre. Dis donc, tu es satisfait de ta mécanique, oui? Enchanté, oui. Ça file comme un obus et ça marche comme un chronomètre. Seulement, c'est un peu délicat à mener. Si la météo pouvait être bonne. Ouais, malheureusement, zone de basse pression sur l'Irlande et le nord de la France, vent du sud-ouest tournant à l'ouest et atteignant la tempête sur les côtes. Ça m'étonnerait qu'il fasse beau demain, hein? Dommage. Je me sentais de taille à battre leur corps. Ouais. Ah bah écoute, j'ai pas de conseils à te donner, mais prends pas trop de risques, hein. Surtout si la nuit est mauvaise. Ah, j'ai l'habitude, t'en fais pas. Ouais, mais tu devrais pas boire d'alcool avant. Hein. Pour un champion, tu as une drôle d'hygiène. Brûler la chandelle par les deux bouts, c'est ma devise. Si ma vie doit être courte, qu'elle soit bonne. Tu as peut-être raison. Est-ce que ta femme viendra? Oui.
Et Geneviève arrivera ce soir, avec Jacques Méragne, tu sais. Mais elle ouais, assistera juste au départ de l'épreuve, elle retournera tout de suite après à Paris. Geneviève et la mécanique, c'est à peine si elle fait une différence entre une bicyclette et une machine à coudre. Ah bah au fond, je la comprends. Moi, si j'avais ta fortune, c'est pas comme toi que je voudrais vivre, mais comme elle. Une bonne petite existence, capitonnée. Ah non, non, mon vieux. J'aimerais mieux crever tout de suite. Ouais, au fond, Geneviève et toi... Exact. Ça n'a jamais été très fort. Bon, elle est un peu gnangnan, Geneviève, tu sais, et puis... Je reconnais que je ne suis pas souvent là pour lui faire la conversation. Non, il lui aurait fallu un bonhomme comme Jacques, un rêveur et un beau parleur. Quand nous étions en captivité, il passait son temps à inventer les procédés d'évasion. C'était des déguisements, ou bien des souterrains qu'on devait creuser avec nos cuillères, ou bien toutes les sentinelles du camp qu'on empoisonnait d'un seul coup. Allez. Un mélange de Nimbus et de D'Artagnan. Oui, oui, avec un petit quelque chose de Méphisto. Parce que c'est aussi le type qui joue à se faire peur. Non, un bon copain note bien tout ce que j'en dis. Monsieur Berquin. Oui, ici, Bob. C'est prêt, monsieur Berquin. Si vous voulez essayer, dites donc, Jean Bérat, hein, il vient de tourner à 186. Vous vous rendez compte avec ce crachat? Eh ben, mon petit Bob, nous allons tourner à 190, c'est pas plus malin que ça. Et va leur dire que je viens. Ouais. À tout à l'heure, Patrick. Vas-y, mollo, hein, vieux. Pense à nous. Nous allons maintenant vous mettre en communication avec Le Mans. À vous, Roger Coudert. Ici, les 24 heures du Mans. Eh bien, je vous assure, mes chers auditeurs, que c'est toujours avec une très profonde émotion que je me retrouve chaque année au départ de la plus grande course du monde. Quand je dis au départ, enfin, c'est une façon de parler. Au départ, devant le micro de la radiodiffusion française, micro qui est placé exactement en face de la tribune d'honneur, de la tribune de presse. Tribune d'honneur qui se remplit peu à peu. Pardon, monsieur, je vous en prie. Nous sommes assaillis par les photographes qui veulent pas manquer le départ, mais nous non plus. Et je voudrais bien, oui, c'est ça. Écartez-vous un petit peu, je voudrais bien profiter du spectacle aussi. Une foule considérable se presse déjà dans les stands de ravitaillement. Une pluie très violente ne cesse de tomber. C'est vraiment dommage, car je vous assure que les organisateurs se sont surpassés cette année. J'aperçois là-bas Monsieur Lambert, le sympathique président de l'ACM. Monsieur Lambert, je vais lui demander ses impressions. Ah non, trop tard. Il traverse la piste pour se rendre. Voyons, où se rend-il? Je veux tout vous dire, voyez-vous, je ne vous cache rien. Il se rend au stand Gordini. Ah, j'aperçois, il parle avec Amédée Gordini, qui a d'ailleurs revêtu une combinaison de mécanicien et qui lui-même d'ailleurs donne des conseils à ses pilotes. Eh bien, nous l'éteignons tout à l'heure, Monsieur Lambert. Je ne vais pas vous présenter, mes chers auditeurs, le circuit du Mans. Tout le monde le connaît. Je préfère vous parler tout de suite des temps réalisés aux essais. Dans l'ensemble, comme il fallait s'y attendre, ces temps sont légèrement inférieurs à ceux de l'an dernier. Ceci n'a rien à voir d'ailleurs avec la mécanique qui s'améliore chaque année, mais ceci a à voir beaucoup par contre avec la pluie. Une pluie qui tombe sans arrêt, c'est un facteur très important dans une course, la pluie. On dérape, on prend des risques, les voitures font les têtes à queue, et tout ceci évidemment engage les pilotes à beaucoup de prudence pour les essais. Cependant, Raoul Berquin a réussi un tour à 189 km 450 de moyenne. Ce qui est tout simplement d'ailleurs merveilleux, étant donné l'état de la piste. Stirling Moss, lui, le jeune pilote britannique dont on parle beaucoup, qui est un grand espoir de la course, peut-être un futur champion du monde, a tourné à 187 km pile. Farina, l'italien, qui est un vieux renard, a tourné lui à 186 km 825, et tous les autres concurrents autour de 185. La lutte paraît très ouverte. Et si les grosses cylindrées, c'est-à-dire des cylindrées au-dessus de 3 litres, sont certaines d'enlever l'épreuve, ça c'est une vérité de la palisse, l'épreuve à la distance bien entendu, il ne faut pas oublier qu'une petite cylindrée, une Par ou une DB, une Dutch Bonnet, c'est-à-dire une DB Par, ou une 4 chevaux peut-être, pourrait fort bien s'adjuger la victoire à l'indice de performance, ce qui nous ferait bien plaisir à nous Français, car il faut bien le dire, malgré tout le courage d'Amédée Gordini, la chance de la France réside surtout dans les petites cylindrées. J'aperçois les bolides que des aides amènent à leur position de départ. Attention, je crois que vous devez entendre maintenant le ronflement. Le ronflement que vous entendez en ce moment n'est pas produit par une voiture, mais par un hélicoptère de la police qui assure le service d'ordre à l'entrée du parc, où s'alignent déjà, selon certaines estimations, 30 000 véhicules. Je dis bien 30 000, c'est le chiffre d'ailleurs que j'ai sous les yeux, venus des 4 coins de France. Ah, vraiment, ces 24 heures du Mans, vous savez, c'est vraiment l'épreuve mondiale. Non seulement de France d'ailleurs, mais même de l'étranger. Vous ne voulez pas rester, vraiment? Non, mon vieux, non, merci. Avec le temps qu'il fait, nous attraperions du mal. Et toi, tu vas être au chaud. Oh, pour ça, oui. Enfin, je veux dire que le temps ne te paraîtra pas long et que tu seras bien protégé des intempéries dans ta boîte de verre. Mais... tandis que les malheureux spectateurs... Non, nous écouterons le reportage à la maison. Nous serons mieux renseignés que si nous passions les 24 heures ici. Bien, comme vous voudrez. Tu as bien tout ce qu'il te faut, oui? Oui. N'oublie pas ton tube de comprimé. Non, pas de danger, je l'ai toujours sur moi. J'en aurais peut-être pas besoin, d'ailleurs. Enfin, si tu te sens fatigué, n'hésite pas. Mais ne croque pas les pilules, hein. Suce-les. Bien, docteur. Et maintenant, les enfants, c'est pas pour vous mettre à la porte, mais leur approche. Bonne chance, Raoul. Chut, on ne prononce jamais ce mot, voyons. Bah, heureusement que je ne suis pas superstitieux. Allez, au revoir, mon vieux Jacques. Toi, Geneviève, bah, tu m'embrasses pas? Au revoir, chérie. À lundi.
Oui, à lundi. Ici, les 24 heures du Mans. Mais nous sommes arrivés maintenant au moment le plus émouvant peut-être de la course, le départ. Dans quelques minutes, quelques secondes même, le départ va être donné. La foule fait silence d'ailleurs, c'est assez curieux. Et chaque année, c'est la même chose. Je vous assure que c'est vraiment très émouvant en ce moment. J'aperçois le directeur de la course qui fait signe de la main aux pilotes. Messieurs, tenez-vous prêts. La foule, absolument tendue, anxieuse, regarde à la fois et les pilotes et les directeurs de course. Il leur fait signe de la main. Je crois qu'il va égrener maintenant les dernières secondes. Oui, je l'entends d'ailleurs. Je vais vous faire écouter les dernières secondes égrenées par le directeur de la course et qui sont peut-être les dernières secondes les plus émouvantes de cette course. Écoutez-les. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mes chers auditeurs, vous assistez au départ des concurrents. Les pilotes, dans un sprint étourdissant, se sont précipités sur leur voiture. Et attendez, je m'excuse, mais dans ce torrent de métal, j'espère qu'il coule devant mes yeux. J'espère que vous pouvez m'entendre. D'ailleurs, quel vacarme, il est impossible de reconnaître les pilotes. Attendez, c'est Farina qui part en tête. Je reconnais sa Ferrari rouge. Derrière lui vient la voiture bleue de Perquin. Ensuite, c'est une Talbot. Mais les concurrents emportent déjà le virage au bout de la ligne droite, sous le pneu d'un Lope, là, avec toute cette pluie qui nous aveugle. J'avoue qu'il n'est pas facile de reconnaître les voitures. Attendez, j'ai déclenché mon ROS. C'est difficile de déclencher un chronomètre avec le micro là. Enfin, ça y est, j'y arrive tout de même. J'ai déclenché mon chronomètre et nous allons voir si Farina a pu se maintenir en tête. Mais ça fait ça avec un départ, on ne sait jamais. Une foule énorme se presse autour du circuit malgré le mauvais temps. La piste est certainement glissante et je vois là-bas le distingué président de l'ACM qui a une figure soucieuse. Je vous assure qu'il faut que vraiment je remarque tout au milieu de ce vacarme pour voir la figure soucieuse du président. En faisant confiance à l'adresse et à la virtuosité des coureurs, je crois qu'ils en auront besoin. Vous savez, alors je m'excuse, je suis un peu excité comme ça, mais à chaque fois au 24 heures du Mans, ça me fait ça au départ. C'est vraiment l'instant peut-être le plus émouvant de la course, c'est le départ. Ah, j'entends le ronflement de la première voiture. J'oriente mon micro pour que vous l'entendiez, mes chers auditeurs. C'est Farina. C'est Farina qui vient de passer, emmenant dans sa roue Perquin, notre jeune champion admirable d'audace. L'empoignade est vraiment émouvant. Je vois sur les deux bolides soulève un nuage de pluie pulvérisé. Maurice, approche, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu rêves, Maurice, veux-tu me passer la moyenne, s'il te plaît? Bon, merci, je m'excuse, mes chers auditeurs, mais je suis transformé en fontaine. Il pleut. J'ai de l'eau jusque dans mes poches. Merci, vieux, merci. Alors, nous lisons donc Farina, 181 km 350 et Perquin à 5 dixièmes de seconde. Alors là vraiment, j'aurais cru qu'il était tout de même à 1 seconde. Enfin, 5 dixièmes de seconde, voyez-vous, il est vraiment très près, Perquin. Quel était le troisième, Maurice? Il m'a semblé que c'était Trintignant. Et oui, c'est bien lui, notre sympathique Pétou, les champions de France, suivi à 1 seconde de 2 Aston Martin et d'une Cunningham. Voici maintenant la petite DB Par, mais n'oublions pas qu'elle a une cylindrée beaucoup plus petite que les voitures de tête. Elle est plate comme une tortue d'ailleurs, mais qui file comme un lièvre. Bon, je vois une Jaguar. Un coup de théâtre, une Jaguar qui s'arrête à son stand. C'est le numéro 22. Veux-tu me rappeler, Maurice, que le 22, c'est l'Australien Preston. Un peu de café, chérie? Non, merci. Oh, je suis bien assez énervée sans cela. Il n'y a pas encore un bulletin quelque part? Si, sûrement. Oh, bien, essaye de le prendre. Je veux bien. Mais il ne nous apprendra pas grand-chose. Oh, mon Dieu, cette attente, c'est horrible. Nouvelle de France. Le nouveau cabinet se présentera demain devant la Chambre. Il semble assuré d'une confortable majorité. On apprend la mort à l'âge de 84 ans du docteur Ménissier, sénateur, ancien ministre. Aux 24 heures du Mans, un accident mortel est survenu au début de la nuit. Jacques! L'Australien Preston s'est retourné dans un virage, fauchant 2 agents du service d'ordre. Le malheureux coureur a succombé à ses blessures. L'état des 2 agents n'inspire aucune inquiétude. De Rome, dans un grand discours, M. Mario Schelbach... Ça ne sert à rien de pleurer. Si j'avais su, je te jure que je... Le matin, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire qu'à attendre. Attendre. Oh, si on téléphonait à Patrick. Ils doivent avoir une liaison directe avec Le Mans à son journal. Téléphoner pour réveiller l'attention. Est-ce que tu téléphonais au journal les autres fois? Tiens, Patrick! Jean Gaby.
Je te croyais au Mans, bah, c'est pas toi qui fais les 24 heures? Ouais, je devais, oui, et puis finalement, je l'ai laissé à Gervais. Il en crevait d'envie. Bah, je le regrette pas d'ailleurs, tu sais, il paraît qu'ils ont un de 7 ans. Je te prends une cigarette, hein. Ah, c'est ça, te gêne pas, tu veux une allumette aussi? Ah non, j'aime mieux que ça, j'ai un briquet qui marche, moi. Alors c'est Raoul Berquin qui va gagner? Bon, ça, je te le dirai demain. Enfin, je le souhaite, en tout cas. Ah, bah c'est vrai que vous êtes copains tous les deux, amis d'enfance, hein, c'est ça? Mais qu'est-ce qui t'a raconté ça? Bah, le connaissons à peine depuis 3 ans. C'est bien simple, c'était pour le championnat du monde. Je lui avais fait un papier meumeux, enfin, franchement, il m'avait emballé. Hein. Alors, tu connais Berquin? Bah non, je le connais pas, justement. Bah, c'est un gars qui aime assez qu'on parle de lui, alors il a rappliqué au journal, congratulations, gueuleton, on a sympathisé, puis voilà, quoi. Enfin, le bon bougre, au fond. Peut-être pas très commode à vivre, hein. Un peu brate, mais fidèle. Bah, le type à qui on peut demander n'importe quoi. Il est aussi riche qu'on le dit? Ça, j'ai pas été regarder son compte en banque, mais j'ai l'impression qu'il a du stock. Ça rapporte tant que ça, les courses d'auto? Bon, c'est-à-dire que Raoul a eu la chance d'avoir un grand-père et puis un père avant lui. Alors. Tu penses qu'il a un château dans Lyon avec un parc de je sais pas combien d'hectares? Enfin, il m'a raconté qu'il a vu sa première voiture à 13 ans. Enfin, ses parents lui avaient fait construire une bagnole sur mesure, tu entends? Tu te rends compte? Non, il avait tout de même pas son permis de conduire. Non, mais attends, il sortait pas de la propriété, mais il réalisait déjà des performances, une vocation. Il est marié, je crois. Hein? Tu la connais, hein? Bien sûr. Elle est jolie? Ah, charmante, hein? Ah, une charmante petite femme. Ici, les 24 heures du Mans. La ronde infernale continue, comme vous pouvez l'entendre d'ailleurs. Après une nuit épouvantable, 36 pilotes restent en course. Plus exactement, 36 voitures, étant donné, vous le savez d'ailleurs, que chaque voiture comporte 2 pilotes qui se relaient tour à tour. La lutte continue, toujours très serrée d'ailleurs, entre les 5 premières à la distance, qui sont dans l'ordre. Berquin, Farina, Stirling Moss, Trintignant et Béra. Trintignant d'ailleurs qui avait laissé son volant pendant 2 ou 3 heures à Gonzalez qui vient de le reprendre il y a 1 minute. Berquin s'est installé au commandement dès le 57e tour et a résisté à toutes les attaques. Je vous assure que ça fait vraiment beaucoup de plaisir. Derrière, dans les petites cylindrées, mais mon Dieu, ça ne va pas mal pour les couleurs françaises, étant donné que ce sont 2 voitures bleues, une DB et une Pahar, qui se tirent la bourre, comme on dit en termes sportifs. Mais enfin, de toute façon, je crois que la victoire ne peut plus échapper maintenant à une de ces 2 voitures, et qui, je le rappelle, sont 2 marques françaises. Derrière, les 5 hommes de tête, à la distance toujours, c'est un peu la débandade, il faut bien le dire. La course est épuisante à cause de la pluie et du vent. Vous avez appris à l'émission précédente la mort de l'Australien Preston, que nous saluons d'ailleurs ici, qui était un très grand pilote et un charmant garçon. Plusieurs autres accidents sont survenus, heureusement sans gravité. Mera, le sympathique Mera, a percuté dans les bottes de paille et Nogueiro a fait un tête à queue qui a causé plus de peur que de mal. D'ailleurs, Nogueiro, vous n'allez pas, il est là, il est près de moi. Et je ne vous dirai rien des boîtes de vitesse cassées, des allumages défectueux, des directions faussées sur dérapages. En fait, tout ceci, c'est le sport, c'est la loi de la course, la loi des 24 heures du Mans, la plus célèbre course du monde, mais peut-être aussi la plus dure. D'ailleurs, oui, je vous l'ai déjà dit, d'ailleurs, j'ai à mes côtés le jeune Nogueiro, qui va vous dire ce que a été pour lui cette nuit de cauchemar. Nogueiro, approchez-vous, parlez un peu français, je crois. Oui, je parle français. Oui. Alors, je peux vous poser cette question-là. Oui. Comment ça s'est passé pour vous? Eh bien, la course a été très dure et nous étions aveuglés par la pluie. Ah oui, vous croyez que la pluie alors va jouer un rôle essentiel, un rôle capital dans la course? Essentiel dans la course. Mais vos lunettes vous ont pas protégé, non? Vous n'avez pas... Il aurait fallu mettre des petits essuie-glaces. Des petits essuie-glaces, oui, malheureusement, c'est pas encore inventé. Merci Nogueiro, enfin le moral va bien. Oui, vous ferez mieux la prochaine fois. Merci Nogueiro. Eh bien, je m'excuse de vous interrompre, Nogueiro, mais mes chers auditeurs, voici Berquin. Berquin qui passe. Le voici. Alors tiens, c'est Farina. Et Berquin s'est laissé doubler. Après ça, je m'excuse, mais voilà que... Après ça devient très sérieux. Stirling Moss, Trintignant et Béra viennent de passer roue dans roue. Et toujours pas de Berquin, 1 seconde. Nogueiro, Maurice, veux-tu le renseignement immédiatement, s'il te plaît? J'espère qu'il n'est rien arrivé de fâcheux à Berquin. Voici une Cunningham. 2 Jaguars qui apparaissent dans la ligne droite. J'ai déclenché mon chronomètre et maintenant il y a exactement 23, 24, 25 secondes que Farina est passé. Berquin a dû avoir des ennuis mécaniques. Ah, j'espère de tout mon cœur sur des ennuis mécaniques. Je perçois là-bas la voiture sanitaire qui se met en route. En fait, ça, je dis ça comme ça, je ne sais pas du tout où elle va. Il y a eu un accident. Non, encore un. Décidément, l'épreuve devient terrible. Mais qu'est-ce que c'est? On court, on agite les bras. Maurice, mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà, Oui. Berquin a capoté, sa voiture brûle, il est pris dessous. Bon, ça va, écoute, non, mais tu aurais pas... Bon, mes chers auditeurs, vous avez entendu l'affreuse nouvelle. De toute façon, j'espère que ça n'est pas vrai. Je vais rendre l'antenne afin de me renseigner plus complètement. Ah, je ne peux pas le croire. Ici, les 24 heures du Mans, radiodiffusion, télévision française. Patrick, le patron de Mans! Ah ben, on y va. Vous m'avez demandé, patron?
Oui. J'ai envie de faire une page entière sur ce pauvre Berquin dans notre édition de dimanche. Alors j'ai naturellement pensé à vous. Vous ne craignez pas que ce soit un peu tard? Ça va faire 2 semaines Mais que... inutile de revenir sur l'accident. D'ailleurs, je ne veux rien de technique. On a tout dit sur le coureur. Mais sur l'homme. Hein? De Raoul Berquin intime. Vous voyez ça? Oui, je vois. Dites donc, vous étiez très liés tous les deux. Vous étiez reçus chez lui. Oui. Bon, alors vous allez me faire ça au poil. Des souvenirs, des anecdotes, des photos aussi. Mais rien des agences, si possible. Oui, tâchez de me dénicher des épreuves d'amateurs, des portraits de famille, la première communion, le collège, les fiançailles, de la romance. Madame Berquin ne vous refusera pas. Oh, je pense pas, non. Du reste, c'est une sorte d'hommage que nous rendons à son mari. Elle est à Paris en ce moment? Non, je crois qu'elle est partie dans Lyon. Raoul possédait là-bas un château. Parfait, le château. Bien, Bernard vous accompagnera, il nous fera 1 ou 2 gros plans. Bon, alors je compte sur vous, hein, mon petit Patrick. Et après-demain matin ou plus tard, votre papier. D'accord. Dites donc, en passant, envoyez-moi donc Germinon. J'ai envie qu'il me fasse quelque chose sur ce concours de nouvelles policières. Là, vous savez, le crime parfait. Ah oui, le crime parfait. Oui, le jury se réunit demain. Ça pourrait être amusant. Messieurs, un peu de silence, s'il vous plaît. Messieurs, il nous reste environ 10 manuscrits à lire. On peut donc dire que pratiquement le dépouillement est achevé. Ce que j'ai lu n'est pas très emballant. Toujours des histoires de pépés, de truands, de soufflants, ou alors des intrigues compliquées. Je ne suis pas de votre avis. J'ai trouvé 2 ou 3 petites choses. Oui, moi, messieurs, je viens de recevoir un texte qui m'a profondément bouleversé. Le voici. Ce qui m'a bouleversé, c'est pas tellement la valeur même du récit, c'est... Comment dirais-je? En fait, j'aime mieux vous le résumer. Je suis sûr que vous allez réagir comme moi. Écoutez bien. Un homme aime sans espoir la femme d'un de ses amis. Garçon très riche qui a choisi pour se distraire la profession de coureur automobile. Pas très original. Attendez. Le coureur a l'habitude en course de se doper à l'aide de pilules. Or, l'ami, pour se défaire de son rival, lui donne des pilules contenant un puissant narcotique et le malheureux coureur se tue. Aux 24 heures du Mans. Mais comme Raoul Berquin. Oui, comme Raoul Berquin. Or, savez-vous qui est l'auteur de cette nouvelle? Il s'appelle Jacques Méragne, un ami de Raoul Berquin. Tiens. Les journaux ont parlé de lui au moment de la mort du champion. Si c'est une coïncidence, elle est de taille. Oui, mais j'ai l'impression justement que ce n'est pas une coïncidence. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Une confession. Tiens. Diable. Vous croyez qu'il conviendrait de prévenir la police? Je vous ai réunis pour en décider. Vous allez lire cette nouvelle et nous aviserons. Il aurait peut-être été beaucoup plus simple d'avoir un entretien avec ce Jacques Méragne. Mais oui, ce fut ma première idée. J'ajouterai que c'était d'autant plus facile que Méragne avait cru bon de joindre à son adresse son numéro de téléphone. J'ai donc appelé, il n'a pas répondu. Il fallait leur demander. Merci, oui. J'ai téléphoné 4 fois ce matin encore. Et il a peut-être pris la fuite. Non, messieurs, nous sommes en train de nous monter la tête comme des collégiens. À mon avis, il s'agit tout bonnement de quelqu'un qui a été très frappé par la mort de Berquin et qui en a tiré une histoire de crime parfait. Quand vous aurez lu la nouvelle, je vous assure que vous n'aurez plus envie de plaisanter. Qu'est-ce que c'est? Vous désirez, monsieur? Commissaire de police. Non, rassurez-vous, c'est pour un de vos locataires, Jacques Moragne. Oh, il doit être absent. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas pris son courrier. Et ça vous paraît naturel? J'ai pensé que monsieur Moragne était tombé malade à la campagne. Il part toujours le dimanche, il a une petite villa Fontainebleau. Et il n'aurait même pas prévenu. J'avoue que ça m'étonnait un peu, d'habitude il prévient. Eh ben, Grippois, vous allez tout de suite filer chez le serrurier, je vous attends. Ah, Oui, monsieur le commissaire. Si c'est pour ouvrir, monsieur le commissaire, j'ai une clé. Grippois, bah allons-y. Voilà, monsieur le commissaire, la clé. Par ici, messieurs, c'est l'entrée de l'appartement. Monsieur Méragne n'emploie donc pas de domestique, pas même de femme de ménage? Si, mais en ce moment, il n'a personne. Donnez. Ah, pardon, je passe. Mon Dieu! Oui, c'est bien ce que nous craignions. Il est mort? Ah, plutôt, oui. Mais ne restez pas là, madame, allez-vous-en. Si nous avons besoin d'un renseignement, nous irons vous le demander. Autant qu'elle tourne de l'œil dans sa loge. Mais il est pas beau à voir. Ça doit bien remonter à dimanche. Voyons ça. Oui. Je vois. Je vois aussi un verre. Oui, c'est pas la peine de demander ici. Vous sentez, là? Oui, je sens. Regardez ce qu'il y a sous la main. Quoi, un dossier? Non, un manuscrit. La mort gagne la course. Hein? Oui, c'est le double de la nouvelle que nous ont apporté ces messieurs.
Il y a des imbéciles pour prétendre que les remords, ça n'existe pas. Oui, en tout cas, d'ordinaire, ces clients-là adressent leur confession au procureur, hein, et non à un président de jury littéraire. L'orgueil, Gripois, l'orgueil. Oui. On va savoir tout ce qui peut se passer dans le crâne d'un criminel. Dites donc, je pense à Madame Berquin, quand elle va apprendre comment son mari est mort. Mais à cause de qui il est mort. Ah oui, la malheureuse femme. Si on pouvait lui éviter ça. Voyons, messieurs, nous ne pouvons tout de même pas couronner l'envoi d'un assassin. Enfin, je me permets de vous rappeler à la décence. C'est la meilleure nouvelle. Quel succès de scandale. Ben justement, pensez à la veuve de Raoul Berquin. Si la police a jugé bon d'étouffer l'affaire, c'est pas à nous d'informer le public. Oui, mais pourquoi la police a-t-elle étouffé l'affaire? Puisque le suicide de Méragne éteignait l'action légale. À quoi bon dévoiler la vérité à une pauvre femme encore sous le coup de son malheur? Oui, c'est assez juste. Enfin, messieurs, avouez que c'est dommage pour nous, on aurait doublé notre tirage. Oui, au fond, il a été bien bête de se suicider, ce Méragne. Quand on a la chance de réaliser pour de bon un crime parfait, on en profite, sapristi. Mais alors, monsieur, à qui allons-nous donner le prix? Eh ben, nous n'avons guère le choix. Il y a le squelette aux dents molles. Et le cercueil à 2 places. Moi, je vous propose le squelette aux dents molles. Oui, d'accord. À condition de changer le titre. Ah oui, à condition de changer le titre, bien entendu. Évidemment. C'est un mariage ruban. Tu penses? La veuve de Raoul Berquin. Tu sais bien, le coureur qui s'est tué l'année dernière. Elle est riche à millions. Oh, un beau châssis. Et lui, il est pas mal? Qui c'est? Patrick Bert, le journaliste. Ah, enfin chez nous. Ah, je suis vanné, moi. Ah, je ne suis pas très vaillante non plus. Les mariages des autres, c'est déjà pas très drôle. Alors le sien. Oh, j'ai mal aux pieds. Enfin, tout s'est bien passé. Mais qu'est-ce que tu craignais? Ce qu'on sait. Les on-dit. Il y a 15 mois que Raoul est mort, il me semble que nous avons attendu un délai raisonnable. Oui, bien sûr. Mais tu n'as pas l'air très convaincu. Est-ce que tu as surpris quelque chose? Mais non. Enfin, depuis 15 mois, s'il avait dû nous arriver un ennui, tu penses que ce serait déjà fait? Oui, évidemment. Comme tu dis cela, Patrick. Qu'est-ce que tu as? Je suis fatigué, c'est tout. Tiens, je boirais bien un peu de cognac. Il y a des moments comme ça où je me sens déprimé, surtout quand je suis heureux. Et le bonheur, c'est un peu une provocation. Tu es ridicule, mon chéri. Non, je suis superstitieux. Ah, puis ce souvenir du manuscrit que tu as eu l'audace d'envoyer qui me tracasse. Enfin, penser que personne n'a eu le plus léger soupçon sur cet empoisonnement. Mais grâce à mon idée, justement. C'est sans cette soi-disant confession que nous aurions pu redouter quelque chose. Car Jacques n'avait aucune raison de disparaître. Rappelle-toi, nous étions assez hésitants à son sujet. Et on peut dire que la chance nous a servi. Enfin, quand je pense que ce pauvre garçon nous a non seulement débarrassés de mon mari, mais qu'il nous a permis de nous débarrasser de lui par contre-coup, oh, il aurait mérité de le gagner doublement, son concours de nouvelles. Eh bien, moi, je me méfie des crimes parfaits, quand on n'est pas seul. Absolument seul au courant. Absolument seul. Mais qu'est-ce que tu entends par là? Prends le cas de Jacques, vous étiez 2 à savoir. 3, tu t'oublies. Enfin, 3 si tu veux. C'est ce qui lui a porté malheur. Mais maintenant, Patrick, ce n'est plus la même chose. Nous sommes mariés, nous ne sommes qu'un. C'est vrai, ma chérie, nous ne sommes qu'un. Le cercle est bouclé. Tu ne trouves pas que nous tenons des propos bien étranges pour de jeunes époux? Toi, tu es effondré dans un fauteuil, moi, je marche sur mes bas. Et nous philosophons sur un sujet pas très folâtre. Monsieur Patrick Bert, voudriez-vous vous lever, offrir votre bras à Madame Geneviève Bert et la conduire à sa chambre? C'est un enterrement ruban. Qu'est-ce qu'il y a comme fleur? Tu penses? Geneviève Bert. La femme du journaliste. Elle-même. De quoi elle est morte? Elle s'est suicidée. Au gaz. Il paraît qu'elle avait pas pu se consoler de la mort de son premier mari. Ah, ils ont la poisse dans cette famille. Entrez.
Ah, c'est vous, mon pauvre Patrick. Laissez-nous, mademoiselle. Comment ça va, mon petit? Vous remettez-vous de ce terrible choc? Oh, mal, patron, mal. La tête travaille, forcément. Ah oui. Nous avons été tous atterrés. Une si gentille petite femme. Eh oui. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ben, vous voilà riche, très riche. Oh. Vous allez continuer à travailler? Vous retirerez-vous au château? Oh, je sais pas encore. Je vais peut-être voyager un peu pour commencer. Vous devez vous sentir si seul? Ah oui, cette fois, je suis seul. Absolument seul. Non, du courage, Patrick, du courage. Oh. Il m'en a fallu. Crime hors concours, nouvelle radiophonique de Pierre Boileau et Thomas Narcejac, était interprétée par Jacqueline Rivière dans le rôle de Geneviève, Pierre Delbon dans le rôle de Jacques, Jean-Claude Michel Raoul et Pierre Trabeau Patrick, avec Geneviève Morel, Henri Virlejeu, Christian Delano, André Vasselet, Guy Decomble, André Var et Roger Coudert dans le rôle de Roger Coudert, reporter sportif. Prise de son Jean Godet. Voici maintenant les résultats de notre habituel jeu des titres. Rappelons d'abord le texte du fait divers que nous vous avions invité à titrer. Il s'agissait d'un gentleman qui avait demandé le divorce après avoir constaté que toutes les fois que Gregory Peck paraissait sur l'écran de son poste de télévision, le dit écran portait des traces de rouge à lèvres laissées par sa femme. De très nombreux auditeurs, ce qui nous empêche, faute de temps, de les nommer, se sont souvenus d'une charmante comédie qui eut son heure de succès et en ont légèrement transformé le titre, qui est devenu « Peck de mon cœur ». Mademoiselle Janine Dubois, à Villeurbanne, Madame ou Mademoiselle Claudine Poron-Forest, à Paris 12e, et Monsieur Jean Picot, à Paris 10e, proposent « Peck à Dille ». De Madame Christiane Anguet, à Gentilly-Seine, et Monsieur Guy Bardoulot, à Paris 15e, « Peck et liberté ». Monsieur Marcel Boileau à Dreux suggère « La dame qui est tombée sur un Peck ». Et Monsieur Roger Lefebvre, à Paris 18e, « Prise de Peck ». Fidèle au poste est envoyé par Monsieur Paul Barassin, à Brive-sur-Charente, Monsieur Claude Bidot, à Lyon, Monsieur Antoine Viougeard, à Caluire, Rhône, et Monsieur Jean Kervévan, à Quimperlé. 3 titres de livres sont empruntés, le premier à Peter Chenet, par Monsieur et Madame Jacques Brouet, à Montreuil-sous-Bois. Cet homme est dangereux. Le second, avec une légère transformation, à William Irish, par M. Carlin, à Lyon. J'ai épousé une onde. Et le troisième, à Maxence Vandermerch, par M. Pierre Moinet, à Paris 9e, et M. Jacques Legray, à Blois, ainsi que Mme Bourgeon, à Hyères. L'empreinte du Dieu. De Mme Dermain, à Béziers, émission télévisée. De M. et Mme Darigrand, à Saint-Germain-en-Laye, Seine-et-Oise, défense de péché avec 819 lignes. De M. Luciano Cardini, à Chaville, Seine-et-Oise, au-delà du rideau de verre. De M. Pierre Havé, à Nice, du trot rouge qui tâche.